Bonjour à tous, ce n'est pas la première fois que nous vous parlons sur SICAV Online d'indépendance et expansion, le fonds Action France qui explose littéralement les compteurs, plus 2635% de gains entre le 1er janvier 1993 et le 30 avril 2016. Nous allons donc en reparler aujourd'hui dans Asset Watch en compagnie de ces deux gérants et c'est une émission en deux parties que nous vous proposons. La première avec William Higgins qui nous expliquera en quoi son approche value constitue la clé des performances d'indépendance et expansion. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons avec Audrey Bacro quelles sont les performances en ce début d'année. William, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous gérez Indépendance et Expansion depuis 1992 et vous le faites en association avec Audrey Bacro depuis 2011. Je viens de mentionner en introduction les performances, elles sont étourdissantes, plus de 2600% en un peu plus de 22 ans. Et Indépendance et Expansion est le meilleur fonds Action France, petite et moyenne capitalisation sur 3 et 5 ans. La clé du succès réside selon vous dans votre approche value. Alors tout d'abord, William, qu'est-ce que la value ? Alors, l'approche value est assez simple. C'est vous regardez les sociétés cotées, leurs principaux chiffres, et vous investissez dans les sociétés qui ont le plus faible prix sur cash flow, le plus faible prix sur actif net ou le plus faible prix sur chiffre d'affaires. La différence entre les value et les growth, c'est que nous n'essayons pas de prévoir l'avenir et nous n'utilisons pas des chiffres qui sont dans l'avenir, disons, dans 3 ans. Parce que vous estimez qu'il n'y a pas de possibilité de prédire en effet des résultats à 2 et 3 ans. Alors, je fais des prévisions comme tout le monde, mais je n'y crois pas trop. Et chaque fois que j'ai vérifié ex post si mes prévisions étaient particulièrement bonnes et justifiaient les surperformances du fonds, j'ai été déçu. Maintenant, je ne suis pas déçu, je sais que j'y arrive pas. Mais il y a quelques études qui démontrent que personne n'y arrive. C'est-à-dire que si vous dites que toutes les sociétés vont croître de 3% par an pendant les 5 ans, vous aurez une qualité de prévision à peu près supérieure à celle d'un bureau d'analyse normal. Mais en même temps, les gérants de croissance viennent avec un certain nombre d'exemples à l'appui pour nous démontrer qu'on est capable de prévoir la progression des bénéfices des entreprises. Ils vont vous citer des sociétés comme L'Oréal, Essilor. Oui, alors en fait, il y avait dans ma jeunesse les sociétés de pères de famille dont le bénéfice croissait régulièrement et il fallait investir dans ces sociétés-là. Ou alors, il y a une période où les gens parlaient de high quality value. Le seul problème, c'est que généralement, les gens vous sortent toujours les 3 mêmes sociétés parce qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Donc, on va vous parler en France de L'Oréal. Avant, on parlait de Carrefour. On parle d'Essilor. Mais s'il n'y a que 2 sociétés ou 3 sur 1000 qui permettent d'avoir une stratégie d'investissement, ça veut dire que dans 997 cas, ça ne marche pas. Ça, même pour les petites et moyennes capitalisations qui sont par essence des sociétés de croissance. C'est pas aussi évident que ça. Les petites sociétés depuis 2008 croissent plus vite que les grandes, ce qui me paraît assez logique et sur longue période, ça a toujours été le cas. Mais il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de sociétés qui stagnent, notamment les sociétés qui font entre 1 et 4 millions d'euros et qui restent à ce niveau-là. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire tout de même, c'est que vous estimez qu'il faut être relativement humble quant à ses capacités à prévoir l'avenir et que donc il ne faut pas se fier aux projections qu'on peut faire en termes de croissance de chiffre d'affaires ou de résultats. C'est ça. C'est ça et c'est très dur. Parce qu'en fait, si jamais vous êtes value et que ça marche, la tentation est grande de se dire j'ai acheté, par exemple, dans mon cas, c'est Devoteam, parce que ça valait rien. Mais finalement, ex post, de se dire j'ai vu que c'était une très belle société. Aujourd'hui, elle est très chère, mais je suis capable de voir que son bénéfice par action va croître plus vite que le marché et je la garde. Ça, c'est l'erreur, parce que si vous faites ça, à la fin, vous devenez gross et vous sous-performez. Donc, il faut s'en tenir à quels critères finalement ? Les critères, c'est assez facile. Moi, j'ai écrit dans mon document de placement, le premier, que le prix sur cash flow du portefeuille serait inférieur de 25% à celui du marché. Il se trouve qu'en 2003, toutes les valeurs étaient à peu près valorisées de façon identique et que ma décote est descendue à 15. Donc maintenant, dans le prospectus, c'est 15, mais en réalité, je vise mes 25. Alors, vous allez nous détailler un petit peu votre façon de procéder parce que vous nous avez apporté un tableau qui compare
la gestion classique et votre approche value. J'aimerais que vous nous le commentiez. Alors, la gestion classique, vous regardez la population des sociétés cotées, vous regardez généralement la qualité du management, puis le potentiel de croissance de la société, et c'est uniquement en dernière instance que vous regardez si la valorisation n'est pas trop élevée compte tenu du potentiel de croissance. Les gérants value procèdent de façon complètement différente. On regarde la population des sociétés cotées, on fait un screening très rapide et on regarde quels sont les 25% les moins chers en fonction de notre critère. Moi, c'est le P sur cash flow. Une fois qu'on a regardé ça, on vérifie si on annonce une catastrophe. On peut prévoir une catastrophe, ce qui arrive de façon assez exceptionnelle, c'est-à-dire si vous vendez des CD, vous saviez que vous allez finir par être dématérialisé et que donc votre avenir était sombre, mais généralement, vous ne voyez rien. Une fois que vous avez regardé les sociétés les moins chères, vous avez du mal à apprécier la qualité du management parce que c'est compliqué. Est-ce que c'est... Vous dites même que c'est quasiment impossible de le faire. En fait, quand on a des gérants qui disent qu'ils investissent dans des boîtes dont le management est de qualité, ils se fourvoient un petit peu parce que... Non, mais c'est une ambition que j'admire parce que moi, je vois les sociétés qui sont dans mon portefeuille. J'ai des dirigeants qui sont bons en opérationnel ou qui sont bons en marketing ou qui sont bons en animation d'équipe, mais ils ont rarement toutes les qualités. Et donc, bon, le jour où je trouverai quelqu'un qui a toutes les qualités, bon, c'est sûr que ça me fera plaisir. Et pour le trouver, il faut passer du temps avec les entreprises. Oui, et puis en plus, bon, il faut revenir sur Terre. Un gérant, normalement, a 40 valeurs ou plus dans son portefeuille. On travaille 220 jours par an. Et donc, ça fait 5 jours par société. Bon, pour examiner la qualité du management, il faudrait parler avec les fournisseurs, les clients, les salariés virés, et on ne le fait pas. Donc il faut objectiver d'une autre façon la qualité du management. Il faut Oui. s'en tenir à un critère clinique finalement. Non, mais en plus, si un management est d'excellente qualité, ce qui m'est arrivé avec Diffusion Plus, mais les résultats ne montent pas, c'est quasiment inutile. Et moi, je préfère dire la qualité du management, je ne la regarde pas, mais par contre, je regarde si la marge d'exploitation est supérieure à 5%. Parce que ça traduit finalement la qualité du management. Oui, parce qu'en fait, on est dans une économie concurrentielle et arriver à avoir une marge de plus de 5%, c'est bien. Donc, OK, vous observez le marché, vous faites un premier tri en regardant les prix sur cash flow. Ensuite, vous regardez la marge d'exploitation qui doit être supérieure à 5%. Et in fine, vous observez également la rentabilité des fonds propres. Oui, parce que c'est un critère essentiel et qui n'est pas trop regardé. C'est-à-dire, si vous lisez les études, vous voyez qu'on va vous dire que cette société mérite d'être surcotée parce qu'elle a une forte marge. Mais c'est probablement faux, parce qu'en fait, quand j'étais formé, on m'avait expliqué que les fortes marges étaient appelées à baisser parce qu'on était dans une économie concurrentielle. Par contre, si votre rentabilité des capitaux engagés est élevée, c'est une bonne chose. Et Novimarx a démontré en 2013 que c'était le critère qui permettait aux stratégies value de surperformer. Donc finalement, en s'en tenant à ces critères relativement simples, mais de façon disciplinée, vous avez réussi à bâtir les performances qui sont aujourd'hui les vôtres. Oui, c'est-à-dire la base, c'est une stratégie value quand même très très simple, mais effectivement, je ne me fais pas confiance, donc je vérifie tous les mois ou même tous les jours que j'ai bien ma décote de plus de 20% par rapport au prix sur cash flow. Et après, grâce à l'analyse comportementale, j'ai un peu changé ma méthode de gestion. Et notamment, j'ai vendu les titres qui sous-performent le plus. Ce qui est un peu à contrario par rapport à la gestion value, parce que plus le titre baisse, on a tendance à penser qu'il est moins cher. Au bout de 20 ans, j'ai réalisé que généralement, c'est parce que le résultat allait s'effondrer. Et donc là, il faut accepter qu'on s'est trompé et vendre le titre. Il faut vendre le titre. C'est-à-dire que pour les particuliers comme pour les gérants, vendre le titre sur lequel vous avez perdu le plus d'argent est une bonne stratégie. Il faut aussi conserver les titres qui montent. Ça, vous le répétez oui, sans arrêt. Disons, il ne faut pas vendre trop tôt, parce que la bourse, c'est facile. Vous ne pouvez perdre que 100% de la mise,
Mais par contre, le potentiel de gain est presque illimité, c'est-à-dire il peut vous arriver de faire 20 fois la mise. Et c'est ces gros gains qui justifient la surperformance. Et alors, à partir de quel moment vendez-vous? Alors, normalement, je vends à partir de 10 fois le prix sur cash flow. Aujourd'hui, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt, je peux aller un peu plus haut. Mais à partir de 15 fois, ça devient dangereux. Alors, vous pouvez garder en espérant que le marché va délirer, mais vous savez que vous êtes entré dans un domaine dangereux. Donc, si je résume, indépendance et expansion, c'est une gestion value extrêmement méthodique, simple aussi, mais rigoureuse. C'est ça. C'est ça. William, merci. Et puis, nous allons maintenant aborder les performances du début d'année d'indépendance et expansion avec Audrey Bacro. Merci Vincent. Audrey, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, nous allons nous intéresser ensemble aux performances d'indépendance et expansion. Je rappelle qu'Indépendance et Expansion a battu 6 années consécutives son indice de référence et le début d'année 2016 s'inscrit dans la même veine. Oui, le début d'année pour l'instant se présente plutôt bien puisque le fonds, la performance du fonds était de plus 1,87% depuis le début de l'année jusqu'à fin avril et a battu son indice de référence, le CAC Mid and Small Dividende Réinvesti, qui a baissé de moins 3,3% depuis le début de l'année. Alors, on peut expliquer cette relative bonne tenue du fonds par 2 ou 3 raisons. La première étant que nous n'avons pas de valeur biotech dans le portefeuille. Et ça a beaucoup aidé. Ça a pas mal aidé puisque l'indice Next Biotech a chuté de moins 15% et que la plupart des valeurs biotech ont sous-performé. La deuxième raison est que les publications des résultats annuels et des premiers résultats trimestriels sur presque l'ensemble des sociétés que nous avons en portefeuille ont été plutôt très bonnes, voire supérieures aux attentes. Donc, ce qui a quand même contribué fortement à la bonne tenue du fonds, au moins sur ces 2 derniers mois. Notamment, que ce soit sur les secteurs du service de l'automobile, de l'intérim ou du service du numérique, dont les valeurs surfent sur le big data, la mobilité et le SaaS, et donc qui ont quand même publié d'excellents résultats. Alors c'est bien que vous mentionniez le numérique, Audrey, parce que c'est la plus forte pondération sectorielle. Au 30 avril, c'est près de 24%, hein, c'est ça. Mais le numérique, dites-moi, c'est plus vraiment de la value? Alors non, exactement. Alors les sociétés du numérique sont relativement chères, puisque dans notre portefeuille, elles se payent entre 10 et 12 fois le prix sur autofinancement et entre 14 et 16 fois le price earning. Donc effectivement, ça ne répond plus réellement à nos critères de sélection, nos critères de valorisation. Néanmoins, notre stratégie consiste aussi à conserver les titres à la hausse. Donc c'est pour ça que nous sommes encore fortement pondérés en valeur techno. Néanmoins, pour certaines, pour les plus chères, nous avons tendance à nous alloger, mais au fil de l'eau. C'est pour ça notamment qu'on peut dire que Line Data et Devoteam sont les 2 premières valeurs qui ont le plus performé à la croissance depuis le début d'année, puisqu'elles ont cru de 20 et 24%, et quelles sont les troisième et quatrième valeurs du portefeuille. Avec 4% chacune à peu près du portefeuille. Hein. Oui, c'est ça. Alors, vous restez sur les valeurs numériques parce que vous estimez qu'elles ont encore du potentiel pour monter et qu'il faut rester sur les valeurs qui montent. Ça, on a bien entendu, même William nous l'expliquait précédemment. L'autre secteur qui est très très bien représenté au sein du fonds, et ça de longue date, c'est le secteur automobile. Oui. Vous êtes des fidèles, là, en l'occurrence. Exactement. Alors, le secteur auto continue de peser pour environ 18% dans le portefeuille. Il reste, par contre, un secteur qui est quand même encore très bon marché, puisque les ratios de valorisation sont faibles à entre 4 et 6 fois le prix sur cash flow, et entre 10 et 12 fois le price earning. Notamment Forestia, qui est la dernière valeur que nous avons rentrée en portefeuille en fin d'année dernière. Qui a sous-performé Qui a effectivement sous-performé puisqu'elle a baissé de 5% depuis le début de l'année, mais sur lesquelles nous nous sommes renforcés puisqu'elle est maintenant la 9e ligne du fonds.
Et ils ont présenté le mois dernier, lors de leur journée investisseur, des objectifs ambitieux, mais intéressants, puisqu'ils prévoient une croissance annuelle moyenne de leur chiffre d'affaires de 6% à horizon 2018, avec une amélioration de la marge à 6%, puisqu'elle était de 4,4% cette année, en 2015. Par ailleurs, c'est quand même une des valeurs les moins chères du secteur auto et de l'ensemble de notre portefeuille, puisqu'elle se paye 4 fois l'autofinancement. Donc, voilà. Vous maintenez votre confiance Sur Forestia. à Forestia, très bien. Et il y a une autre valeur dont il faut qu'on parle, c'est MGI Coutier, parce que c'est la première ligne du fonds. Alors, MJ Coutier est toujours la première ligne du fonds. Elle est encore peu chère et ils ont quand même présenté des résultats excellents. Les résultats 2015 très bons, supérieurs à leur objectif. Et ils continuent d'avoir des perspectives très encourageantes qui se concrétisent par la construction cette année de 3 nouvelles usines et des objectifs ambitieux à horizon 2018 avec un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros et une marge entre 7 et 8%. Donc nous sommes encore très favorables sur cette valeur. Et concernant le secteur automobile, on peut aussi ajouter que la croissance des immatriculations l'an dernier a été de 9% en Europe et cette année il est en hausse de 9% en France. Comparé à un PIB en croissance de 0,1%, ça met quand même un peu en perspective la relative bonne tenue du secteur automobile dans un contexte de consommation plutôt moyen. Donc vous restez, pour résumer, concentré sur la techno, non pas parce qu'elle est value, elle ne l'est plus, mais parce que les titres sont dans une dynamique et que vous avez l'habitude de rester sur les titres qui montent, jusqu'à un certain point bien évidemment. Et puis vous restez sur le secteur auto qui, lui, reste modérément valorisé. Oui, parce que globalement, toutes les valeurs automobiles se valorisent entre 4 et 6 fois le cash flow et entre 10 et 12 fois le price earning. Comparé à des ratios de valorisation sur l'indice CAC Mid and Small autour de 18 fois le price earning et de 8 fois le prix sur cash flow, ça reste, il y a quand même une forte décote et ça reste encore très bon marché et il y a de belles opportunités À saisir. Ouais. Audrey, merci. Merci Vincent.